Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Nous parlerons de l'actualité riche du championnat et de la rentrée des Matinino, suivi de documents exclusifs en immersion totale au cœur de la sélection. Il y aura un focus sur Marc Collard qui nous livrera ses premières impressions. Mario Boccali, quant à lui, nous expliquera ses différentes missions suite à sa nouvelle fonction. Et pour finir, Ken Phaéton, le jeune qui pousse, nous racontera sa première sélection. Dans la rubrique Actu, on décryptera les dernières tendances du football martiniquais. Pour réussir cette mission, j'aurai à mes côtés les spécialistes de Lille. Bonsoir Émile Clerchier, comment ça va? Bonsoir, heureux d'être avec vous. C'est quoi ton actualité? Donc moi je suis rédacteur en chef de globalfoot.com, un média qui traite l'actualité du football martiniquais du local à l'international. Bonsoir Guinel. Bonsoir Axel. C'est quoi ton actualité? Et moi c'est Guinel C, c'est une chaîne YouTube. J'ai aussi une page sur Facebook et sur Instagram. Ça traite de tous les sports en Martinique, sans exception, pas uniquement le football, mais tous les sports. Très bien messieurs, on s'y rendra. Messieurs, on va commencer avec le CO Trenel, deuxième de la poule A. Est-ce une surprise de les voir à ce niveau? Oui et non, parce que tout d'abord on ne s'y attendait pas au début de la saison qu'ils soient aussi hauts au classement. Et oui, parce qu'ils ont un esprit collectif qui est assez pas mal dans un championnat de la Martinique où voilà, on sait qu'il y a beaucoup de talent. C'est les individualités qui priment. Voilà. Ouais, exactement, oui et non, dans le sens où on pourrait penser que ça serait plus la Samaritaine qui serait devant. Mais je dirais non parce que ça fait 2-3 ans qu'ils gardent le même jeu, ils ont le même groupe. Enfin, ils perdent leurs meilleurs éléments, mais malgré ça, ils gardent le marque de fabrique. Et Jean-François Gault s'attelle à faire son équipe jouer au football. Et non, ce n'est pas une surprise pour moi. Donc il ne faut pas réduire le COT avec une grosse défense et Ken Phaéton, meilleur buteur du championnat. Non, ça serait réducteur, je pense. Surtout qu'ils ont pas mal de bons joueurs en attaque, dont Giovanni Barba. Et ils ont et Cyril aussi. Non, ça serait réducteur de dire que ça soit que Ken Phaéton. Ils jouent au football et ils ont pas mal de bons joueurs, je trouve. Et jusqu'où peuvent-ils aller? Ils peuvent aller jusqu'à la poule haute, je pense, s'ils gardent cet esprit collectif avec, on avait cité les offensifs, mais il y a aussi le bon milieu de terrain qui s'appelle Raspet, son nom de famille. Ouais, le capitaine. Et le capitaine en plus de l'équipe. Et du coup, je pense qu'avec ces éléments-là, je pense qu'ils peuvent aller jusqu'au bout, au moins à la poule haute. On souhaite bon courage au COT avec son coach emblématique Jean-François Gault. On va enchaîner avec une très grosse affiche qui s'est disputée vendredi soir entre le club colonial et le club franciscain. Match en retard de la deuxième journée de Régional 1. Un match incroyable, 4 partout. Nous avons assisté à un match de folie. Comment expliquer ça? Mais de part et d'autre, il y a de bons joueurs déjà, du côté du club colonial, du côté du club franciscain. Et puis après, il y a une équipe qui a plus de rythme que l'autre. Le club colonial, ils ont enchaîné les matchs. Le club franciscain, ils sont en train de retrouver l'esprit de compétition, c'est-à-dire l'enchaînement des rencontres. Je pense que, surtout en première mi-temps, le club colonial était plus en rythme, en jambes, et arrivait à se trouver offensivement et était solide, bien en place derrière. Et le club franciscain, on sentait qu'au niveau déjà des passes, c'était compliqué. Au niveau de la combinaison, des combinaisons de jeu, c'était poussif. Mais il y a eu quand même match de folie en Martinique, match légendaire, je dirais. Et, carrément. Ah oui, c'est carrément ça. On envoie des 4-4 souvent. Pas du tout. Voilà, du coup. Vrai. Et du coup, je tiens à saluer les acteurs parce qu'ils ont poussé, il y a eu des buts et c'est ce que les spectateurs, en tout cas, demandent, je pense, en Martinique. Exactement. Guinel, vous trouvez le club franciscain monté en puissance? Pas encore pour moi. Je pense que le match de la sélection avec les joueurs, les nombreux joueurs qu'ils ont, ça les a mis en jambes pour ce match-là. Mais je n'ai pas été étonné de ce résultat. Ces matchs-là sont toujours des matchs haletants. L'année dernière, le club colonial, c'est la seule équipe à avoir gagné le club franciscain au François. C'est vrai. Donc ça ne m'a pas étonné ce résultat. Et le club colonial reste invaincu pour l'instant. Peuvent-ils refaire le remake de 2011? Ah, mais cette année, le club colonial, je pense que ça sera l'équipe à abattre. Sur le papier, pour moi, c'est la plus grosse équipe. Ils ont fait un super recrutement. Donc maintenant, c'est wait and see. On verra s'ils sont assumés. Pour clôturer ce débat, on va écouter les différents acteurs du match. Jusqu'à maintenant, je vais dire que c'est un match référence avec celui de Cholet qui était un match intéressant. Mais aujourd'hui, on a vu deux belles équipes martiniquaises. Et si on continue comme ça, le championnat sera très beau.
je comprends les supporters qui sont un petit peu déçus, mais ça reste du football. Hein. En face, il n'y avait pas Tartampion en face, c'était le Club franciscain en face. Je crois qu'on a fait ce qu'on a pu et on a eu le résultat qu'on avait espéré. Maintenant, c'est vrai aussi que mes joueurs à 3-1, ils ont pensé que le match était gagné. On a arrêté de jouer. Mais en face, il y avait une grosse machine. On a su les contenir de temps en temps. Mais je crois que ça reste que du football. Et je crois que ce soir, je crois que les supporters ont vu un match de foot et ont pris du plaisir puisqu'ils ont vu 8 buts. Pour terminer, messieurs, on va analyser ce premier rassemblement des Matinino. Quels sont vos points positifs? Mes points positifs sont les jeunes, parce qu'on a vu que Ken Phaéton, que Junior Michalet, que Carlo Rabatali, que des jeunes ont marqué sur ce match. Et je crois que c'est important pour la suite, à l'avenir, d'avoir déjà des renforts jeunes, locaux, pour atteindre les objectifs, voilà, la qualification pour la Gold Cup 2023. Merci Émeric. Et toi Guinel? Moi, c'est exactement ce nouveau groupe jeune, effectivement, avec Michalet, Sébastien, même ceux qui sont entrés, Cavlan, Poloma, Montabor, Priam. Ça, franchement, ça apporte un souffle nouveau. C'est vraiment intéressant pour la suite. Et puis, il y a aussi ce que je voulais souligner, c'est cette ambiance au stade. Il y a longtemps que j'avais vu un tel engouement derrière la sélection. Et franchement, je pense que c'est une expérience à renouveler parce que le groupe Rafale et les Ultra 28, ils ont vraiment mis une belle ambiance. Effectivement, c'était magnifique. Et messieurs, quel joueur pro aimeriez-vous voir lors du prochain rassemblement? On peut te donner une équipe de rêve ou... On va rester modeste. Selon vous, les dernières tendances là. Émeric, le spécialiste. Pour répondre à ta question, moi j'aurais aimé voir Kenny Lala, alors latéral droit, même si Ursulé a fait un très bon match contre la Barbade, mais je pense qu'il peut apporter un plus offensivement et défensivement à la sélection de la Martinique. Ça, ce serait mon kiff. Après, on n'est pas... Il y aura des renforts. Je peux citer deux noms. Il y aura Modeste et Erel qui seront présents un jour durant la préparation à Lys. Info exclusive d'Emeric Larcher. Il y aura Modeste et Erel le mois prochain. Ça sent bon en tout cas. Mais il ne pourra pas jouer le match contre la Guadeloupe. Merci. C'est Modeste que j'allais dire, parce que j'aurais aimé l'attaque Modeste-Biron, par exemple. Ça sent bon pour la Nations League. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Après, en fait, sa présence avec... il y a deux joueurs, Christophe Erel et Anthony Modeste. En fait, ceux qui veulent, en fait, c'est déjà voir comment le groupe se passe, discuter avec le coach, voilà, et pourquoi pas les sélectionnés qui seront présents au stage à Lys. Donc, pour se faire une idée, pour avoir de bons arguments pour espérer participer à la Nations League en juin prochain. Ça s'annonce très bien. Merci messieurs. Merci d'avoir fait le point sur l'actu foot. Merci. Et à bientôt dans Made in Foot. Merci à toi et à la prochaine. À la prochaine. C'est le temps de jeu. Même si ce soir on fait tous une séance commune, donc il n'y a pas de différenciation excepté pour ceux qui sont trop. Ça sera un groupe de 20 pour permettre au maximum de jouer. Pour proposer 15 minutes de capacité avec ballon et de la mobilisation articulaire, très très simple. Allez, debout. Allez, là. Encore, debout. Allez, c'est pas grave, là. On fait 2 fois 4 minutes, vous changez au bout de 4 minutes parce que les buts sont différents. Viens, Galo. Va bien, ça. Touche. Ouais. À l'intérieur. Ouais, Galo. Couture. Pourquoi? Jouez. Malheureusement, les entraînements tombent en même temps que certaines compétitions. Demain, il y a le Paris Saint-Germain qui joue, mais tâchez d'être à l'heure. Les gardiens de but s'entraîneront à part pendant 45 minutes avant qu'on finisse par un jeu banni de là-bas.
Va chercher là-bas, déplace-toi, viens au deux. Ouais, ok. L'objectif, là, les oranges, vous gardez le ballon et eux, ils vont chasser le ballon. Sur cet espace-là, ils vont chasser le ballon. Dès qu'ils récupèrent le ballon, je veux vous voir comme des fous aller essayer de récupérer ce ballon. Faites les bonnes passes, faites les bonnes passes. Oui, le ballon rouge. Oui. Allez. C'est ça. Vous êtes dedans. Récupérez. Direction, de la décélération, de la réaccélération. Bravo, bonne séance ce soir, là, c'était bien. Ok, merci. Ce qu'on avait vu, appui, remise, hein, et puis surtout les gars, l'efficacité devant le but. Hein. Une fois à gauche, une fois à droite, vous allez tourner tous les trois. Vous allez... Qu'est-ce que j'ai dit? Comment il faut dire, hein? C'est pas Phaeton. Tranquillement, on se penche un petit peu en arrière. Voilà. On va chercher à tirer la cuisse. Ça va? Ok. Bonne soirée. Bonne soirée, les gars. C'est dans la boîte, j'espère. Je vous mettrai en place le système de cette équipe de la Barbade et puis ça sera fini. Nous on en a mis un de plus et eux ils ont retiré 2 joueurs. Un joueur qui se déplace, qui emmène son adversaire, hop, et qui se déplace ici. Soit le ballon il va être touché et il pourra la prendre aux deux, ou soit le ballon il va arriver directement et c'est lui qui pourra soit tirer au but, soit remettre. Une équipe de la Barbade qui fait sa première frappe du match. Je crois qu'il faut faire attention. Et le premier voilà, but. C'est encore une fois. C'est vrai qu'on le disait, hein, on le disait Patrick, il faut faire très attention, l'état de la pelouse et puis ne pas le côté déchet technique, il faut gommer tout ça et ça n'a pas loupé Patrick. Il faut vraiment croire en cette équipe parce qu'elle a un beau visage, je vois. Maintenant, il y a cette timidité qui fait que... Et voilà l'égalisation. Voilà. L'égalisation de la sélection de Martinique. But marqué par Michalet Junior qui met un coup de tête. Cette fois-ci, le portier barbadien n'a rien pu faire Patrick Avelin. Attention, à une mauvaise passe. Non, il va pouvoir récupérer. Attention, il a pris le vis-à-vis, un petit centre retrait et ça va être le deuxième but. C'est monsieur Ken Phaeton qui marque son premier but en sélection. Très beau but, bien construit, bien mené par cette sélection de Martinique. Une récupération de balle au milieu de terrain, puis on cherche Phaeton tout
C'est dommage. Et le troisième but de la troisième but de la sélection de la Martinique. Alors il me semble que c'est Carlo Rabatali. qui vient d'entrer, on va dire qui ouvre son compteur et qui fait du bien à cette sélection de Martinique par ce troisième but. Bien joué. Superbe frappe de Carlo Rabatali qui fait qu'on prenne vraiment le large dans cette rencontre et je crois que c'est mérité pour la sélection. Bonjour Marc Cola, comment ça va? Bonjour, très bien. Quels sont les enseignements de ce premier rassemblement? Il y en a plusieurs. Si vous voulez, il y a d'abord la victoire qu'on a eue contre cette équipe de Barbade. C'est toujours intéressant de commencer par une victoire. Je dirais que ça donne un nouvel élan à cette sélection. Durant cette semaine, vous avez remarqué énormément de potentiel pour arriver à vos objectifs? Oui, notamment chez les jeunes. On a vu que les jeunes ont pris leurs responsabilités. Il y a plusieurs joueurs qui se sont mis, je dirais, en valeur. Donc c'est de bon augure pour la suite. Je désirais avant tout venir faire ce stage ici pour me rendre compte de la qualité des joueurs locaux. Voilà, aujourd'hui c'est fait. Le mois prochain, on aura une autre vision avec des joueurs d'un niveau professionnel qui jouent en France, voire en Europe. Et donc, on arrivera, je dirais, à faire, après ce stage et ce match contre la Guadeloupe, on pourra faire vraiment un bilan de ces deux stages. Quel est l'handicap du football martiniquais? Qu'avez-vous remarqué durant ce court séjour? C'est vrai, tout le monde le sait. Je veux dire, j'enfonce des portes ouvertes. Oui. C'est les structures, les infrastructures, c'est l'état des terrains, c'est le manque de matériel, c'est, je dirais, la préparation invisible. La préparation invisible, parce que les entraîneurs, les médecins, les kinés ont beau tout faire, et je peux dire qu'ils travaillent bien, parce que moi, par exemple, le staff que j'ai au niveau de la sélection, c'est un staff professionnel, quoi. C'est un staff professionnel. Tous, de mon adjoint jusqu'au médecin, passer par le préparateur physique, l'ostéo, ils pourraient tout à fait travailler dans un club professionnel. Ce sont des professionnels. Vous avez été choqué de la qualité de la pelouse lors de ce match? Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai eu une réunion avec mes dirigeants et je leur ai dit, mais dans 3 mois, au mois de juin, si on joue le Mexique ou on joue les États-Unis, on va jouer sur ce terrain-là. On va jouer sur ce terrain-là. C'est ça. On va avoir des vestiaires comme on a là. On va avoir pas un endroit pour faire une conférence de presse. D'accord. Voilà, donc on a un retard. On a un retard là-dessus, mais je crois que tout le monde est au courant, tout le monde le sait. La Nations League approche. Êtes-vous confiant? Moi, je suis relativement serein par rapport à ce tirage au sort. On prendra les adversaires qui viendront, sachant que nous, on est le petit pousset là-dedans. Merci Marc Cola d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. On vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et à bientôt sur Made in Foot. Tout à fait. Merci. Dans la rubrique Quoi de neuf, on parlera de tout ce qui englobe le football martiniquais. Pour cette première, qui de mieux pour en parler que le directeur technique régional? Bonjour Mario Bocali, ça va? Bonjour, oui, ça va. Et le football martiniquais, est-ce qu'il va bien? Oui, le football martiniquais se porte de nouveau bien, pour la super bonne raison qu'on joue au football en ce moment. Et je pense que c'est assez intéressant que l'on joue, parce que le contexte était compliqué, on a failli ne pas jouer cette année. Et on joue et j'espère qu'on jouera jusqu'à la fin de saison. Tu es directeur technique depuis septembre 2021. Peux-tu nous expliquer ton rôle? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le football est réparti en 3 domaines. Donc, le domaine du parcours de performance fédérale, c'est-à-dire tout ce qui est détection, sélection, dont je suis en responsabilité. Il y a la formation, dont Yannick Desmonts, il est le CTA.
Et Charlène Marie-Jeanne, c'est sur le développement des pratiques, donc tout ce qui est beach soccer, football féminin, en fait, développement de ce qu'on appelle la masse. Charlène en est responsable. Et moi, j'ai un rôle de directeur technique, donc de coordonnateur de tous ces domaines-là. Et puis, nous avons pas mal de collègues qui travaillent avec nous à la Ligue de football. Quel serait ton plus gros chantier? Mieux organiser les détections, les sélections, détecter plus tôt pour qu'on le voit mieux et à un moment donné, on arrive à envoyer plus de gamins vers le niveau professionnel parce que je crois que c'est notre but. Que faire pour pallier ce manque de visibilité? C'est un gros chantier pour plusieurs raisons. On a, avec le temps, remarqué que moins de clubs professionnels venaient. Donc aujourd'hui, c'est à nous peut-être de faire des invitations, de les faire venir ici, d'établir des partenariats justement avec les directeurs de centres de formation, mais des personnes influentes. Parce que des fois, il y a des entraîneurs qui viennent, mais nous, il faut, je pense, soit des responsables de centres de formation, soit des responsables du recrutement. Et ça, on a un partenariat, je pense, allié sur les différentes années avec ces clubs professionnels, de façon à ce qu'on mène une opération, mais sur la durée. C'est pas la peine de faire un coup d'une détection, mais comment travailler avec ces clubs-là pour pérenniser ce partenariat et qui viennent de façon très fréquente en Martinique. Et justement, il y a très peu de jeunes qui explosent dans le football professionnel. Quel est le problème? Il y a des facteurs qui sont conjoncturels et contextuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les quelques études, donc j'ai mené une petite étude l'année dernière, montrent que 42% des joueurs qui sont partis, qui ont signé, sont partis à plus de 17 ans. Donc ça, c'est déjà une donnée qui fait qu'à un moment donné, pourquoi ça signe plus tard? Est-ce qu'on est déjà prêt à partir tôt? Qu'est-ce qu'on doit mettre en amont? Est-ce qu'on doit mettre les moyens sur les 16-17 en plus, des moyens en plus que ce qu'on fait en 14, 15 ou 13? 100% des joueurs partis à moins de 15 ans, seuls, il y a 100% d'échecs. Loin de, à plus de 100 km. Donc aujourd'hui, il y a une interdiction au niveau fédéral de signer des licences à plus de 100 km pour des joueurs de moins de 15 ans. Et je crois que sur ça, on a un éloignement à gérer. Hein. Il y a quand même 8000 km, des conditions qui ne sont pas les mêmes. Et je crois qu'à un moment donné, il y a un travail à faire en amont pour qu'on soit plus près, plus tôt, peut-être gagner en autonomie dans ce qu'on va leur proposer, peut-être gagner aussi en confiance, peut-être gagner aussi en maturité, aussi bien dans le jeu que dans la vie. Donc c'est qu'est-ce qu'on mettra justement sur tout leur parcours pour qu'ils soient prêts plus tôt. Maintenant, s'ils partent à plus de 17 ans et réussissent, c'est bien. S'ils partent à 20 et réussissent aussi, c'est bien. Donc, en fait, beaucoup de joueurs qui ont réussi, partis à 15 ans ou à moins de 15 ans, qui ont réussi, sont partis, et ça, il faut le dire, il faut l'entendre, avec des parents. Un des parents est parti avec l'enfant sur place. Et je crois que ça, c'est des fractures au niveau de certains foyers, au prix de la réussite aussi. Et malheureusement, c'est souvent ceux-là qui ont réussi. Donc voilà, au prix quand même d'une distanciation familiale. On a un joueur qui était parti, Jérémy Porce en Clémenté, qui était parti, donc qui était à Saint-Étienne, voilà, qui était à Marseille, Jérémy. Il était parti d'abord avec la grand-mère pour l'adaptation, donc ça c'est une première chose. Il y a, je crois si je me souviens bien, Florent Poulolo aussi qui était parti, qui a joué à Rétafé aujourd'hui. Et quel est l'état du foot féminin? Le foot féminin se porte bien. On a eu du mal à redémarrer, mais c'est reparti. Et après aujourd'hui, on a des têtes de gondole qui permettent à certaines jeunes, justement, d'avoir vraiment cet exemple. Pour la matière, Wendy Wenard, Mylène Tarieux, Émile Laurent, des jeunes sortis de la formation d'ici qui sont en équipe de France. Wendy, capitaine de l'équipe de France. Compliqué de faire mieux, hein. Sortir du pôle de Martinique et être en équipe de France, je pense que c'est un super repère en termes de formation. Wendy est partie à quel âge de la Martinique? Je crois que Wendy est partie, que je me souviens, à 16 ou 17 ans, parce qu'elle était au Pôle Espoir. Je pense que c'est 16 ou 18 ans, je ne veux pas dire de conneries. Mais voilà, en tout cas, je sais qu'elle a fait cette partie. Et après, puis elle a la carrière, une super carrière dans les 10 meilleures joueuses mondiales. Et puis elle emmène dans son sillage Émile Laurent, Mylène Tarieux, voilà, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et donc l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de créer un championnat des équipes féminines, et de jeunes d'abord. Et puis derrière, on sait que le championnat senior, même si c'est très compliqué pour démarrer en ce moment. Avec le Covid, c'est une énorme difficulté pour organiser très grande un championnat. difficulté. Voilà, on a essayé de réfléchir avec Charlène et la commission du foot féminin pour rebalancer les choses, pour réactiver les choses, parce que c'était compliqué avec l'application du plan sanitaire. Et la Ligue de Martinique souhaite arriver au stade de semi-professionnalisation. Est-ce un cap que l'on pourrait franchir? Ce serait le top. Ce serait le top dans le sens où semi-professionnel, ça veut dire qu'il y a toute une organisation autour du joueur.
qui lui permet de pratiquer beaucoup plus, donc déjà en volume, donc forcément en quantité. Donc je pense que de ça, on aura beaucoup plus de qualité derrière. Et ce serait quelque chose. Maintenant, je crois que c'est un système costaud, bien huilé à mettre en place, avec des exigences aussi pour les contrats fédéraux qui sont les joueurs, sur même les installations sportives, en termes d'éclairage, il y a plein de choses. Il y a un cahier des charges aussi derrière ça. Donc, mais ce serait vraiment quelque chose qui nous permettrait peut-être de passer un palier et d'être beaucoup plus concurrentiel sur la CONCACAF. D'accord. Merci Mario. Merci d'avoir baptisé cette rubrique. La rubrique Team Matinino sera dédiée aux différentes pépites de notre île. En effet, ils sont jeunes, talentueux et méritent tous d'être sélectionnés chez les Matinino. Aujourd'hui, j'ai la chance de présenter le meilleur buteur de R1, Ken Phaeton. Comment ça va? Ça va bien, toi. Ça va, ça va. Une sélection, un but. Les débuts sont idylliques. Mes débuts sont parfaits. Et le premier but, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et avec beaucoup d'émotion. Et j'ai fait une petite célébration après. Raconte-moi justement cette célébration qui a fait le buzz sur les réseaux. Eh bien, au départ, c'est parti de l'année dernière, avec une amie qui s'appelle Gemma. On a lancé ça et puis voilà. Tu le fais assez souvent? Je le fais assez souvent, à chaque but en fait. Et après, je vais pas te mentir que on me donne des défis, je le fais et puis je mets ça sur les réseaux, TikTok et puis c'est parti. Et comme tu marques assez souvent, donc tu peux faire le buzz très voilà. souvent. Très souvent, je fais le buzz. D'accord, raconte-moi ce premier rassemblement. Ça s'est passé comment? Les débuts, c'était stressant, je vais pas te mentir. Et le groupe m'a bien accueilli, surtout les anciens. Comme les nouveaux, on a appris à se connaître. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Tu mesures près de 2 mètres. Pour un attaquant, c'est plutôt original. C'est quoi ton style de jeu? Mon style de jeu, c'est l'appui et demander au pied. Mais après, je peux jouer sur les côtés, ça ne me dérange pas, franchement. On peut te définir comme un renard des surfaces. Voilà, tout à fait. D'accord. Et ton objectif à long terme serait lequel? Mon objectif à long terme, c'est de signer dans un club pro, même national. Et voilà, on va dire maintenant on est à l'abri. Tu te vois champion avec le COT? Champion, c'est beaucoup dire, mais gagner la Coupe de Martinique, oui. Je suis confiant. D'accord. Et quels sont tes modèles? Mes modèles, c'est Lewandowski, Zlatan et Giroud. Merci Ken d'avoir répondu à mes questions. Je te souhaite une bonne fin de saison et que tu sois meilleur buteur de R1. Et à bientôt dans Made in Foot. Merci. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.